Alors la culture hacker et la culture maker, hein, c'est une vieille culture dont les origines remontent au moins aux années 60 et au MIT. C'est une culture qui met vraiment au devant de la scène le partage du savoir et la collaboration pour produire, que ce soit des logiciels ou des objets techniques, par exemple dans les Fab Labs ou les hackerspace. Et ce qu'on a vu durant cette pandémie, c'est que vraiment de nombreux mouvements issus de cette culture se sont mobilisés pour faire face aux déficiences des pouvoirs publics, mais aussi de l'économie marchande traditionnelle. Donc, ce sont des gens qui ont proposé, par exemple, des logiciels de visioconférence ou des pads fondés sur des logiciels libres, par exemple, ce que propose l'association Framasoft. Il y a aussi eu beaucoup de choses qui se sont passées autour du mouvement Maker. Là, ce sont des gens, des couturières, des ingénieurs, des développeurs, tout un tas de bidouilleurs finalement, qui ont essayé de mettre au point localement du matériel de première nécessité. Alors, parfois des choses assez ambitieuses, comme des prototypes médicaux ou des respirateurs open source, et puis parfois aussi des choses beaucoup plus simples, mais néanmoins indispensables, et que ni le marché ni les pouvoirs publics n'arrivaient à fournir. Donc les makers ont par exemple produit des visières en plastique par impression 3D, ou encore des simples masques en tissu. Et puis tout ça s'est fait vraiment sur la base d'une logique de partage du savoir et de collaboration, aussi avec les professionnels concernés, en essayant d'être en relation avec les soignants, avec les hôpitaux, pour essayer de répondre le mieux possible à leurs besoins, et toujours en partageant tout ce qui était en train d'être fait, en partageant des plans, en partageant des tutos, des conseils, tout ça pour essayer d'arriver à du matériel fiable, et ça a quand même plutôt assez bien marché dans une situation qui était critique, puisque de nombreux particuliers, mais aussi des professionnels dans les hôpitaux, ont utilisé ce matériel produit par les makers. Alors néanmoins, c'est pas un monde idéal. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelques limites. La première, c'est le passage à l'échelle, c'est-à-dire que la question qui se pose pour ces initiatives, c'est toujours comment réussir à toucher véritablement le grand public, comment faire en sorte de ne pas rester une niche. C'est une question qui se pose depuis longtemps pour le logiciel libre, qui se pose aussi pour les makers. Donc la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour que les gens n'associent plus visioconférence forcément à Zoom, mais plutôt à Jitsi ou Big Blue Button, les équivalents en logiciel libre. Comment est-ce qu'on fait pour produire dans les Fab Labs non plus 200 000 masques, mais 2 millions? Bon, ça, on n'a pas encore vraiment résolu ce problème-là. Et puis la deuxième limite, c'est la complémentarité finalement de ces initiatives avec l'action de l'État. C'est ce qu'on a vu ces derniers jours en France, puisqu'au fur et à mesure qu'on commençait à sortir de la situation critique dans laquelle on était, l'État et les grands industriels ont commencé à vouloir reprendre la main, notamment sur la fabrication de masques. Donc on a vu apparaître des normes de conformité très strictes pour les visières, pour les masques, avec aussi des tests certificatifs à plus de 1 000 € le test, pour s'assurer de la qualité de filtration des masques. Et donc ça, ce sont des exigences qui sont très très difficiles à satisfaire pour tous ces acteurs issus du monde du hacking et des makers. Sans compter aussi les menaces qui ont été brandies parfois de requalifier la fabrication bénévole en concurrence déloyale ou en travail déguisé. Donc tout ça porte quand même un sérieux coup d'arrêt à ces initiatives. Il est probable que le monde d'après ressemble quand même pas mal, en tout cas dans un premier temps, à celui d'avant, sur un certain nombre d'aspects. Malgré tout, je pense que ces mouvements sont intéressants pour réfléchir à l'après. Ils nous disent peut-être deux choses. La première, c'est qu'ils montrent quand même qu'il y a des modèles d'avenir qui peuvent s'expérimenter dans ces initiatives venues d'en bas, et autour, par exemple, d'un grand principe qui est souvent mis en avant lorsqu'on va dans les Fab Labs et les hackerspace, c'est cette idée que finalement tout ce qui est lourd doit être local et tout ce qui est léger doit être global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fabrication matérielle, il faut vraiment la relocaliser, alors que tout ce qui est de l'ordre du savoir, de la connaissance, eh bien ça peut être partagé sur les réseaux à une échelle mondiale. Et puis la deuxième leçon peut-être, c'est que on voit bien qu'il y a quand même une sorte de bouillonnement créatif qui vient d'en bas, qui vient de la société civile, et qu'il faudrait peut-être arrêter de penser, notamment en France, que l'État est forcément le seul garant de l'intérêt public et de l'intérêt général. Donc l'État a un rôle important à jouer, mais il ferait bien de ne pas rester aveugle et sourd à toutes ces initiatives venues d'en bas.